Et là, pour le coup, l'année dernière, ils ont performé à 17%. Donc, Waouh. sympa, belle performance. Tu as des appartements qui montent à du 800 mètres carrés, il y a des 1200 mètres carrés. Enfin, si tu peux jouer au foot dedans, quoi. Des frais au travers des fonds d'investissement au Luxembourg. Là, je te parle en fait la performance nette. Ouais. Ah, performance ouais, nette. ouais. Excellent. Tu vis pleinement tes investissements? Ouais, clairement. Au moment où on fait cette vidéo, là, je tourne quasi à 500 000 $ de revenus de mon capital. Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Julien qui a la chaîne YouTube Oseille TV et qui est aussi un énorme investisseur. Et donc, déjà merci de venir sur ma petite chaîne. Merci à toi de m'inviter. Le but dans cette vidéo, c'est que tu nous partages, que tu nous montres, que tu nous expliques comment est-ce que tu fais pour investir, comment est-ce que tu t'es expatrié au Panama, pourquoi est-ce que tu aimes Panama, mais aussi j'ai cru savoir que tu avais de très nombreux comptes bancaires un peu partout dans le monde, donc j'aimerais également que tu nous en dises un peu plus là-dessus. Déjà, est-ce qu'on pourrait commencer avec une présentation de qui tu es et de ce que tu fais? Ok, très bien. J'ai commencé dans le business il y a 13 ans. Dans 2 mois, ça fera 13 ans que j'ai commencé les affaires. J'ai commencé au Maroc avec des maisons d'hôtes que j'avais en gestion. J'ai fait ça pendant 5 ans. Ensuite, j'en ai eu un petit peu marre. Du coup, je me suis réorienté sur le business en ligne. Totalement par hasard, en fait, en écoutant un podcast de Stan Leloup, je sais pas si tu connais Nomade Digital, où il y avait Paul qui vendait sur Amazon et puis Stan qui vendait des formations. Et du coup, j'ai commencé par Amazon puisque c'était ce qui me parlait le plus venant d'une famille de commerçants, si tu veux. Et du coup, j'ai commencé sur Amazon il y a à peu près 8 ans maintenant au moment où on fait cette vidéo. Et il y a 7 ans à peu près, j'ai lancé la chaîne YouTube. Et il y a 6 ans, j'ai commencé à vendre des formations. Donc, j'ai fait en fait ce qui se faisait dans le podcast. Ils ont tracé la route pour moi d'une certaine manière. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait en plus de ça, on va dire, puisque je suis toujours vendeur Amazon FBA et je suis toujours sur le YouTube Game. Et en plus de ça, donc j'ai un SaaS aussi également. Et je suis investisseur aussi, voilà. Maintenant, je suis devenu une sorte de petit family office à moi tout seul. Ça prend pas mal de mon temps finalement de gérer mon capital tout simplement pour l'investir de façon la plus efficiente possible. Ouais, puis en plus de ça, comme on a beaucoup échangé off, ça fait déjà, on s'était déjà appelé il y a à peu près 1 an, je pense. Ouais. Et on a passé un peu de temps ensemble à Bangkok. Et du coup, moi, tu m'as permis d'ouvrir un compte bancaire à Singapour, qui est honnêtement pas facile, il faut avoir des contacts. Et donc, c'est aussi pour ça que je souhaitais lui poser des questions parce qu'il a un gros knowledge et des connaissances et des contacts dans le domaine du banking à l'international. Donc, déjà, j'aimerais avant toute chose qu'on parle d'investissement. C'est que tu nous décrives quel est ton profil d'investisseur. Ok, je pense avoir un profil pas très risqué pour le coup. Je déteste la volatilité, donc je suis pas du tout investi dans tout ce qui va être action. J'ai juste un tout petit peu de crypto, Bitcoin, mais c'est vraiment un pourcentage très faible, moins de 5% de mon portefeuille global. Mais sinon, la majorité de mes investissements, ça va être du fixed income product, c'est-à-dire des choses où il y a un rendement qui est prévisible dès le départ et où il n'y a pas de volatilité en fait. Ok. Il y a un sujet qui revient très souvent, ou plutôt une question qui revient très souvent, dès qu'on parle d'investissement au bout d'un certain montant, c'est l'immobilier. Okay. Alors moi personnellement, j'ai un peu trop d'immobilier de par un avantage que j'ai ici à Bangkok, d'avoir des contacts de gens qui n'arrivent pas à finir de payer leurs biens. Mais je crois comprendre que toi, ce n'est pas ta classe d'actifs favorite. Non. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu fais de l'immobilier et pourquoi et comment est-ce que tu fais de l'immobilier? Alors, c'est pas ma classe d'actifs favorite dans la façon dont tout le monde l'entend sur l'immobilier, c'est-à-dire acheter des biens comme tu le fais, des biens physiques. Moi, j'ai une exposition à l'immobilier, mais à travers des fonds d'investissement, en fait. Donc, je vais avoir en collatéral de l'immobilier, c'est-à-dire, par exemple, dans un fonds au Luxembourg où je suis investi, on va faire tout ce qui va être bridge financing, c'est-à-dire du crédit relais entre 2 biens immobiliers, par exemple. Et donc, on a un intérêt qui est payé entre le temps où la personne va vendre son bien principal, dont il avait besoin du cash pour acheter le prochain bien. Donc ça va être le genre de choses que je vais faire. Et je suis également investi dans un fonds d'investissement private equity qui fait de l'achat de biens premium, on va dire. Et à chaque fois, ils essaient d'apporter une amélioration. Donc là, les dernières opérations, notamment, c'était un immeuble à Paris où ils ont changé l'affectation. Donc c'est passé de bureau à résidentiel, surélévation, 2 étages de plus. Donc au prix du mètre carré à Paris, c'est pas mal. Donc c'est ce genre d'opérations qu'ils font. Et également des choses dans le luxe, par exemple à Marbella, ils ont acheté une villa qui avait été construite dans les années 90, 2000, donc un peu fatiguée maintenant. Et le but du jeu, c'est de faire quelque chose d'ultra moderne avec sauna, avec toutes les prestations qu'un Russe voudrait avoir et qu'il serait content d'acheter avec un premium parce qu'il aurait l'option clé en main. Donc voilà, je fais pas d'immobilier à proprement parler comme tu peux le faire, mais j'ai quand même une bonne exposition. Je pense
De mon portfolio global, on doit être autour des 10% à peu près. Ok, donc Ouais. à peu près 10% d'exposition à l'immobilier via des fonds d'investissement Ouais. au Luxembourg. Ouais. Combien est-ce que ça va te rémunérer ce type d'investissement? Alors, sur du bridge financing, on est autour des 10% annuels. Ok. Et sur du private equity, on est autour des 20%. Donc 10 à 20% par an sur de l'immobilier sans problème de gestion. C'est hyper intéressant. Pourquoi est-ce que tu augmentes pas ton exposition? Tout simplement une question de diversification de mon risque. Je ne peux pas avoir tous mes œufs dans le même panier et je suis très confortable avec une position de 10%. C'est très bien pour Très moi. bien. Tu nous as parlé également des fonds Ouais. au Luxembourg. Est-ce que tu peux nous dire comment ça marche et dans quoi est-ce que tu investis? Est-ce que tu investis uniquement dans un fonds au Luxembourg dans l'immobilier ou est-ce que tu as d'autres expositions? Non, j'ai d'autres produits, toujours à travers le Luxembourg. Bon, c'est un choix comme ça parce que ça s'est bien fait, mais ça pourrait être également à travers la Suisse, à travers d'autres pays. Mais là, je travaille avec ce fonds en particulier qui a plusieurs fonds à l'intérieur. Donc, il y a, comme je t'ai dit, là, 2 fonds immobiliers dans lesquels je suis. Il y a également un fonds qui est spécialisé dans la facturation, donc le factoring. Je ne sais pas si tu es familier, si tu veux que j'explique le concept. C'est simplement, je vais te donner un exemple. Par exemple, une usine qui vendrait des conserves à Carrefour, à Auchan, peu importe, elle va vendre ses conserves et Auchan va les payer à 3, 6 mois, tu vois, ça dépend des termes qu'ils ont. Eh bien, cette usine, elle a besoin de payer tous ses frais, etc., tous ses employés, donc elle a besoin de son cash tout de suite. Donc en gros, le fonds va acheter cette facture tout de suite, avec un intérêt ça va dépendre de la durée forcément de la facture quand elle va être arrivée à maturité et qu'elle va être payée. Donc ça, on fait ça. Ça rapporte entre 6 et 8%. Le target est de 8%, mais dernièrement, ça a plutôt rapporté dans les 6%. On va faire ça dans plusieurs pays, notamment au Brésil, également donc, dans la zone Europe. Donc ça, c'est un fonds également dans lequel je suis. Et enfin, le 4e fonds dans lequel je suis investi chez eux, c'est un fonds qui s'appelle Litigation. Donc en gros, c'est du financement de class action. C'est-à-dire que quand des gens ont par exemple acheté des panneaux solaires qu'on leur a vendus par téléphone, un peu pushy, etc. et que finalement, le panneau solaire ne tient pas toutes ses promesses de la façon dont il a été vendu, eh bien, on peut regrouper un pool de clients finalement qui ont été lésés et on va financer l'action en justice. Et on aura un cut forcément du dédommagement qu'ils vont avoir. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est totalement décorrélé des marchés. Pareil, les rendements vont, à mon avis, sembler impressionnants. C'est assez intéressant. On tourne autour des 14 à 16%. Et habituellement, quand un fonds te donne une target, souvent c'est 2% en dessous de ce qui te target. Et là, pour le coup, l'année dernière, ils ont performé à 17%. Donc, sympa, belle performance. Et c'est vrai que j'ai pas abordé cette question, mais les frais au travers des fonds d'investissement au Luxembourg. Là, je te parle en fait la performance nette. Ouais. Ah, performance nette. Ouais. Excellent. Donc, il y a au-dessus, en fait. Il y a plus de rendement que ça. En fait. Waouh. Donc, il y a à peu près 10% que tu investis dans l'immobilier au travers de fonds au Luxembourg, plus ou moins. Et quelle est ton exposition en pourcentage sur cette partie fonds d'investissement au Luxembourg qui n'est pas dans l'immobilier, à peu près? En gros, toute mon exposition sur les fonds au Luxembourg, c'est 17% de ma net worth, de mon patrimoine global. Donc du coup, tu as approximativement 17% de ton exposition dans des fonds qui sont au Luxembourg, avec une performance assez coquine. Et où est-ce que tu investis à part ces fonds au Luxembourg? Ok. La majorité de mon argent se trouve entre les États-Unis, Singapour et Panama. Donc, c'est mes 3 hubs financiers. À chaque fois, il y a une raison différente d'avoir ces 3 endroits. Je dois avoir à peu près 35% de ma fortune qui est donc à Singapour, 30% aux États-Unis et 12%, quelque chose comme ça, à Panama. Ok. Et du coup, dans ces hubs financiers, je ne sais pas si tu veux que je détaille un petit peu le type de placement que je peux faire. Ouais, tout à fait. Donc, toujours pour rester dans ces fixed income products, ces choses qui sont prévisibles, ce que je fais beaucoup, c'est des placements en termes. C'est-à-dire que tu vas dans la banque, tu vas bloquer ton argent sur une durée qui va être définie pour un rendement défini. Et c'est pour ça que Panama rentre en jeu, parce que c'est là où il y a les meilleurs taux actuellement. On tourne autour des 6% à peu près. C'est assez facile d'obtenir ça sur du 1 an. Après, ils ne veulent pas prendre trop de risques sur du plus long terme. Ça va être un peu plus bas. Par exemple, j'ai bloqué un là il y a quelques semaines sur 2 ans à 5,70. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de placement que je vais faire. Après, je vais faire également pas mal d'obligations à travers les banques, mais je peux aussi le faire à travers le broker, à travers Interactive Broker par exemple. Mais ça permet en fait de justifier d'être en private banking, puisqu'il faut des minimums d'asset under management, donc d'argent qui est confié sous gestion de la banque. Donc pour moi, ça fait sens d'avoir des investissements à travers la banque. Ça me permet d'avoir ce niveau de service. Donc des obligations, c'est tout simplement de la dette qui peut être de la dette d'État ou bien de la dette de société, qui vont avoir des rendements qui vont varier, mais qui en ce moment sont très intéressants. On est autour des 5%,
6% dans le meilleur des cas. Et puis après, il peut y avoir de la dette en obligation de société qui peut aller plus haut, mais on rentre dans des profils de risque un peu plus élevés et c'est pas mon truc. Moi, ma target vraiment, c'est autour des 7%, 7,2%. C'est vraiment mon objectif idéal puisque ça me permet de doubler ma fortune tous les 10 ans. Donc c'est un peu le chiffre magique, c'est 7,2. Donc voilà, moi je vais pas aller chercher non plus sur cette partie de mon patrimoine qui est beaucoup plus importante que les fonds au Luxembourg où là il y avait du rendement plus élevé bien sûr, mais là je vais essayer de rester dans des choses qui sont cohérentes et où je m'expose pas non plus énormément. Donc obligations perpétuelles aussi j'ai fait, et puis produits structurés également, donc ça je peux expliquer aussi peut-être rapidement ce que c'est. Je vais essayer de le faire le plus simplement possible parce que ça reste des produits qui sont quand même un peu complexes, mais en gros c'est une enveloppe dans laquelle vous allez avoir un mix de plusieurs produits, une partie obligation et puis il y a une partie qui va être dérivée, donc plus variable, et donc en gros ça va permettre d'avoir la performance et le côté stable d'une obligation, mais d'aller chercher encore un petit peu plus de performance en prenant un poil plus de risque. Il peut y avoir parfois des conditions, il peut y avoir de la volatilité là-dessus, comme sur les obligations. Mais moi, ma vision à chaque fois, c'est que quand je m'engage dans un produit, c'est d'aller jusqu'au bout, jusqu'à maturité. Donc moi, je ne suis pas affecté finalement par les volatilités. Le marché obligataire, je m'en fiche en fait de ce qui se passe. Après, forcément, si les intérêts descendaient tellement bas et que mes obligations devenaient super chères et que je pouvais prendre un profit en les revendant, je le ferais sûrement. Mais dans ma tête, je suis très confortable à faire mes investissements, et ça on n'en a pas parlé d'ailleurs en termes d'horizon de temps de ce que j'ai quand je fais un investissement. La plupart du temps c'est entre 3 et 10 ans. Voilà, c'est un peu la façon dont je bloque mon argent, c'est sur cet horizon de temps. Après, ça peut m'arriver de faire du plus court terme quand il y a des choses qui sont très intéressantes, comme c'est le cas en ce moment avec les taux d'intérêt qui sont tellement hauts. Donc, on peut bloquer parfois à Panama dans les comptes à terme. Il y en a qui proposent du 6,25 annuel là en ce moment. Donc, voilà, là, ça peut être sympa et ça peut justifier de faire quelque chose d'un peu court terme. Mais souvent, j'aime bien quand même 2-3 ans au minimum, parce que j'aime pas être tout le temps à refaire les investissements, à repasser en banque, etc. et à reprendre cette réflexion. J'aime bien éliminer. Je pense que tu dois me rejoindre là-dessus en tant qu'entrepreneur. Le plus chiant, c'est les décisions. Et en fait, le fait de prendre des décisions qui vont être de 3 à 10 ans d'un coup, ça m'évite de repasser à la case décision trop souvent, en fait. Et du coup, ces investissements en banque, c'est de l'argent qui est bloqué, donc tu n'as pas de liquidité dessus ou tu en as quand même un peu? Je pourrais sortir sur la plupart, sur même tout, mais c'est juste qu'il y aurait toujours une condition qui me serait sûrement défavorable. Après, ça dépend des conditions de marché, encore une fois, c'est comme pour les obligations, là je t'ai dit, si on partait dans un cycle où les taux d'intérêt devenaient super bas et donc que mes obligations prenaient en valeur, je pourrais sortir avant, mais sinon j'aurais une perte, clairement, je pourrais perdre quelques pourcents. D'accord, donc de ce fait, tu gardes aussi de l'argent liquide disponible au cas où? Alors j'en ai le moins possible de cash liquide à 0%, c'est ce que tu entends? Ouais, non, j'essaie vraiment de tout optimiser pour avoir le moins d'argent qui ne travaille pas, et plus j'avance en fait en termes de level banking, plus j'ai accès en fait à des services qui me permettent de justement jamais avoir mon argent à 0%. Notamment là, je viens d'ouvrir Merrill Lynch il y a pas très longtemps, et donc qui est le wealth management de Bank of America. Et en gros, le cash que tu as en balance, il travaille à 4,92%. Donc en gros, c'est du cash qui est disponible immédiatement et qui travaille à 4,92%. Donc c'est plutôt pas mal. C'est à peu près similaire à ce que tu as avec Interactive Broker qui est à 4,83% si je dis pas de bêtises. Et donc c'est la même sécurité d'esprit, tu vois. Enfin, en gros, tu as ton cash qui travaille mais qui est disponible, donc c'est assez confortable. Donc voilà, mais en gros, pour répondre à ta question, du cash vraiment à 0,0%, bien sûr j'en ai toujours un peu à droite à gauche de petits montants qui sont oubliés, mais sur l'ensemble de mon capital, c'est un peu mon travail quasi au quotidien d'essayer d'être le plus efficient possible pour que tout travaille. Et donc du coup, ton exposition au sein de ces banques privées, que ce soit à Singapour, au Panama ou aux États-Unis, ça représente combien de pourcentage d'exposition? 80%. Ah ouais, d'accord. Ouais, 80. Donc à peu près 80% du coup dans ces banques privées, sur différents types de produits. Et tu vas avoir plus ou moins 15-16% au sein du fonds d'investissement au Luxembourg. Exactement. Et du coup, alors je suis très curieux de savoir tout de suite déjà quelles sont les dernières pièces manquantes. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire quelques banques privées que tu recommandes, pas forcément celles dans lesquelles tu es, mais celles de manière générale que tu recommanderas à des gens qui nous regardent et qui voudraient commencer à ouvrir des comptes dans des banques privées? Ok, ouais, je vais te donner quelques exemples. Après, il faut savoir que chaque situation est différente et que forcément, la meilleure banque privée pour quelqu'un, ça va être en fonction de ce qu'il a besoin à un instant T. Dans mon cas présent, donc comme je te l'ai dit, mon découpage, c'est États-Unis, Panama et Singapour.
Donc Singapour, pour la solidité des banques, c'est un des meilleurs endroits au monde. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont dire la Suisse également. Personnellement, je suis plus aussi confiant avec la Suisse depuis que voilà, il y a plus de secret bancaire, il y a plus également autant de de neutralité qu'ils ont pu avoir dans le passé. Ma compagne étant biélorusse, ils ont jarté pas mal de comptes de Russes, donc je suis pas aussi confiant. C'est un peu au milieu de la pétaudière un petit peu aussi avec les conflits qu'il peut y avoir. Donc voilà, j'ai pas la Suisse, mais c'est une option souvent en banque privée qui revient souvent. Donc Singapour pour moi, pour la solidité, pour les rendements qui sont plutôt pas mal, et ça c'est assez unique parce que d'habitude quand on a solidité on n'a pas toujours des gros rendements, et là pour le coup en ce moment il y a du très bon rendement. Donc en termes de banque sur Singapour, je vais donner quelques exemples. Je pense que la première direction dans laquelle on doit se diriger, c'est vraiment sur les banques locales parce qu'elles vont être backées par le fonds souverain singapourien, donc UOB, OCBC et DBS. Ça va être vraiment le premier meilleur choix. Après c'est pas celles qui sont les plus faciles à ouvrir, et donc dans ces cas-là on peut regarder également les banques internationales qui ont une présence à Singapour, notamment Citibank, Standard & Chartered, ça peut être même la BNP. Voilà, il y a d'autres options, et puis il y a même des banques asiatiques comme Maybank, je sais pas si tu connais, c'est une banque malaisienne qui a une présence, qui ouvre aux étrangers. Voilà, il y a pas mal d'options. Je sais pas si ça suffit comme petit panel pour Singapour. Ouais. Donc du coup Singapour, donc on a ces différentes banques. Ouais. Ensuite aux États-Unis, tu aurais une ou deux banques privées en tête? Deux banques. Pour moi, il y en a que deux qui valent le coup. JP Morgan Chase ou bien Bank of America Merrill Lynch. Donc Merrill Lynch avec la partie du coup banque privée Wealth Management, et chez Chase c'est JP Morgan. Ouais. Ça va être les deux meilleurs. Vraiment. Et j'ai pas entendu souvent des gens qui avaient des comptes bancaires en banque privée au Panama. Ouais. Quel est ton intérêt d'avoir ouvert en banque privée au Panama? C'est pas une question là vraiment d'intérêt supplémentaire parce que ça donne pas grand chose de plus en termes de services, contrairement aux États-Unis où là ça change le game vraiment. En gros, c'est en fonction du montant que tu mets sur le compte, et au bout d'un moment tu arrives au montant où tu es en banque privée finalement. Au Panama c'est un peu plus bas les montants en banque privée, tu peux commencer à partir de 500 000 $. On n'a pas mentionné pour Singapour par exemple. Singapour c'est entre 1 et 2,5 millions. Et pour les États-Unis, c'est à partir de 2,5 millions. Donc Panama, c'est plus bas en termes de prérequis, mais en termes de services que tu as en retour, tu n'as pas énormément plus. Tu as des conditions qui peuvent être un peu plus favorables dans certains cas. Mais le service en premium banking, qui est le niveau intermédiaire entre le retail, c'est-à-dire le compte de monsieur tout le monde, et ensuite il y a le premium, et ensuite le private banking. En premium banking, le service est déjà excellent. Ce que tu n'as pas, par exemple, aux États-Unis, tu n'as pas d'intermédiaire finalement. Tu es soit en retail, soit directement en wealth management. Entre les deux, il n'y a rien de spécial. Donc ouais, Panama, ouais, il n'y a pas de service supplémentaire, mais c'est juste par défaut. Ouais, voilà, par la force. Excellent. Ouais. Est-ce que tu utilises Interactive Broker? Ouais, également. Ouais. D'accord. Ouais. Et tu investis au travers de quoi? Alors, encore une fois, c'est uniquement des obligations et le cash en balance, là, le idle cash qui rapporte très bien, la 4,83, c'est assez intéressant. Ouais. D'accord. Mais ouais, j'ai pas de spécialement d'actions ou d'autres choses avec Interactive Broker. Et mon exposition dans Interactive Broker a baissé pas mal dernièrement puisque j'ai transféré beaucoup de cash chez Merrill Lynch justement. Ok. Mais avant, j'avais très lourd chez Interactive Broker. Et il y avait un énorme avantage, désolé si je te coupe, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est très très intéressant à stipuler avec Interactive Broker, c'est que quand on a un compte au-dessus d'1 million de dollars sur Interactive Broker, ils ont le split banking, où en fait, aux États-Unis, il y a des assurances sur les comptes bancaires, sur les dépôts bancaires, FDIC ça s'appelle, c'est une assurance qui va jusqu'à 250 000 $, qui vous couvre jusqu'à 250 000 $. Et ce qui est super intéressant avec Interactive Broker, c'est qu'ils sont backés par je sais plus combien de banques, je crois, 20, je crois qu'ils en avaient 24 et je crois qu'ils en ont retiré une récemment. Et tu peux désélectionner d'ailleurs, mais en gros, ils t'offrent une couverture jusqu'à 2 750 000 $, en fait, en cumulant la garantie de dépôt bancaire de toutes les banques, en fait. Et donc ça, c'est une feature qui est assez intéressante avec Interactive Broker. Ouais, d'ailleurs, je crois que ça s'appelle le swap ou swipe programme. Sweep banking programme. Ouais. Donc en gros. Split banking, désolé. Split banking. Ouais. Donc en gros, c'est sur votre compte Interactive Broker. Vous avez peut-être reçu un email si vous avez plus d'1 million de dollars en balance. Vous avez juste à suivre les instructions. C'est assez simple, ça prend 2 minutes. Ouais, il n'y a pas grand chose à faire. En fait, tout ce qu'on peut faire aussi, c'est enlever certaines banques si on veut pas avoir son argent dans certaines banques. En fait, on peut les désélectionner. Mais par défaut, il n'y est pas. Même si tu as 1 million. Il faut que tu ailles sur ton compte Interactive et que tu le sélectionnes. Donc les gens qui ont déjà 1 million et plus sur Interactive Broker, pensez bien à le faire parce que c'est une assurance quand même qui est top. Incroyable, c'est jamais vu. Bah oui, il n'y a aucune banque qui va vous proposer 2 750 000 de garantie. Ouais. C'est assez puissant, surtout avec des rendements qui sont liquides et disponibles. Votre argent est disponible et il tourne à 4,83. Ouais. D'ailleurs, on en parlait parce que hier on a passé un long moment dans la voiture ensemble et
on parlait en ce moment de la bourse. Alors, on fait juste un petit crochet sur la bourse, Ouais. mais c'est vrai que je trouve intéressant. En fait, Julien me disait ce serait intéressant que tu le dises. Récemment, j'ai vendu une énorme partie de mes actions qui sont principalement sur le marché américain, de par les valorisations qui sont complètement démesurées. J'ai atteint une performance qui est beaucoup plus grosse que mon objectif qui était de plus ou moins 10 à 12% par an. Donc là, j'avais fait plus ou moins 25% sur une année et je me suis dit, j'ai regardé les valorisations. En fait, même si je faisais 100% et que les valos étaient encore logiques, je continuerais, je resterais investi. Le truc, c'est que là, les PE ratios, donc les Price Earning Ratio, veulent tout simplement signifier en ce moment que vous achetez pour une très longue durée de retour sur le cash flow qui est réellement généré. Donc, c'est comme si vous rachetiez un business non pas à 15 années de retour sur investissement, mais à 25 années. Donc oui, certes, il y a des bonnes nouvelles potentielles qui peuvent arriver d'ici la fin de l'année, mais j'ai l'impression qu'elles sont elles-mêmes déjà pricées dans ce qui se passe. Je ne parle même pas du secteur technologique, duquel j'étais déjà très peu exposé. Et donc, tout ça pour vous dire qu'en ce moment, j'ai une exposition très faible au marché des actions. J'en ai au travers de quelques banques privées, notamment en Thaïlande, et j'en ai très légèrement à droite à gauche, mais ça représente moins de 10% de mon patrimoine en ce moment. Je suis très liquide, très cash, notamment sur Interactive Broker, parce que le truc, c'est que rester liquide une longue période de temps, non, mais rester liquide en ce moment, alors que les valorisations sont élevées, mais en plus de ça, vous êtes payé 4,80% à peu près sur votre cash qui dort chez Interactive Broker, c'est quand même un deal. C'est confortable, c'est confortable. Et là, le ratio en fait de chance que le marché se retourne, il est trop élevé en fait. Et toi, tu as déjà fait ta plus-value, donc je pense que ta position est la meilleure à avoir en ce moment, d'avoir du cash en sideline, prêt à être déployé, à être investi. Donc c'est top. Et qui en plus travaille. Ouais, et en plus qui travaille, qui est pas à 0%. Crochet sur la bourse, terminé. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu es arrivé à Panama? Pourquoi est-ce que tu y es resté? Parce que tu as l'air d'être bien heureux là-bas, ça fait un petit moment puisque tu habites là-bas. Alors je suis au Panama depuis un peu plus de 6 ans maintenant, donc en février j'ai fêté les 6 ans. Je suis d'ailleurs dans le process d'obtenir le passeport, c'est pour te dire à quel point je me sens à la maison là-bas. Pourquoi j'ai choisi le Panama? Déjà à la base j'avais pas prévu d'y vivre pour être honnête. Je revenais d'un road trip en Asie et mon meilleur ami étant résident là-bas, il m'a dit viens ici pour faire la résidence, pour l'avoir comme un plan B. Si tu l'utilises, c'est bien. Si tu l'utilises pas, c'est pas grave. Tu seras toujours content d'avoir un endroit que tu peux appeler la maison, entre guillemets. Et donc, je suis venu pour faire les papiers il y a 6 ans. Un peu plus de 6 ans. Et puis, je suis toujours. Voilà. Okay. Qu'est-ce que j'aime là-bas? J'aime le climat. J'aime que la langue parlée, ça soit l'espagnol. Et ça a de plus en plus d'importance. Plus je vieillis. Quand j'étais jeune, je pense que j'étais plus flexible là-dessus. Mais en vrai, au quotidien, j'aime quand même bien, puisque je parle l'espagnol quasi couramment, je veux dire à 90% vraiment. Donc, je peux vraiment avoir des conversations profondes. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et je pense que quand j'étais plus jeune, j'aurais pu faire plus de trade-off là-dessus, je sais pas comment dire en français, de compromis là-dessus. Mais maintenant, c'est quelque chose d'important pour moi de vraiment pouvoir comprendre mon environnement autour de moi, etc. Pouvoir naviguer sans problème, d'aller dans une administration, etc. Donc ça, c'est un point positif, la langue. Le fait qu'on puisse avoir vraiment un titre de résident permanent. Donc de vraiment se dire on est à la maison, pas être sur des visas temporaires ou de pas être sur des renouvellements de société comme ça peut être le cas à Dubaï, etc. Il y a un peu ce sentiment, puisque j'ai vécu aussi à Dubaï, où tu es un petit peu... comme un touriste de passage, on va dire, un touriste longue durée, tu vois. Et ça, au Panama, il t'offre la possibilité de te sentir à la maison à tel point qu'au bout de 5 ans, il te propose, même si tu le veux, d'obtenir le passeport. Donc ça fait partie des gros points. Il y a cette liberté aussi qu'il peut y avoir là-bas et qui n'est pas très descriptible. En fait, il faut le vivre pour vraiment le comprendre. Mais contrairement à un pays comme la Thaïlande, par exemple, ou comme les Émirats, où il va y avoir vraiment une autorité supérieure très pesante, tu vois. Il ne faudrait pas dire des bêtises sur le roi ici. Pareil aux Émirats, il y a certaines choses qu'il ne faudrait pas faire, etc. Il n'y a pas trop ce truc là-bas. C'est très, très libre, c'est très, très chill. Il n'y a pas grand-chose qui pourrait choquer qui que ce soit. Donc ça, c'est très agréable. Et puis je m'y sens bien, en fait j'ai un setup qui est très sympa, voilà, je me sens bien dans mon appartement là-bas, etc. J'ai un petit groupe d'amis, voilà, je suis bien globalement. Excellent. Et
Tu parlais déjà espagnol avant d'y aller ou alors Ouais. tu y allais et tu as appris à parler espagnol? Ouais, je parlais déjà espagnol, donc un petit peu à l'école, mais c'est pas là où je me suis perfectionné réellement. C'est au Maroc pendant les 5 ans où j'avais les maisons d'hôtes. En fait, tous les étés, t'as une clientèle espagnole. Donc pendant 2 mois, on parlait espagnol pendant 2 mois en fait. Et du coup, ça m'a vraiment aidé. Puis après, une petite copine en arrivant au Panama, ça fait un bon perfectionnement. Ok. Du coup, c'est vrai que je voudrais pas forcément qu'on fasse tout un sujet complet sur la Thaïlande versus Panama, mais c'est vrai que par exemple en Thaïlande, le prix pour avoir non pas la résidence permanente, mais le fait d'avoir un visa qui va aller jusqu'à 20 ans, ça coûte très très cher. Ouais. Est-ce que je vais donner un chiffre, c'est plus ou moins. Avant, c'était 25 000 euros pour 20 ans, ce que moi j'ai payé. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus cher. Donc, 75 000 $. Sachant que c'est pas récupérable. Donc, c'est une donation que tu fais Ah oui, pour c'est une obtenir un donation. titre de résident. Ok. Ouais. Ok. Au Panama, tu as plusieurs façons de devenir résident. Il y a des façons plus ou moins borderline, on va dire. La plus legit, c'est laquelle? Ok, la plus legit. La moins chère et la plus legit, c'est de créer sa propre société et de s'employer à travers sa société. On est sur une petite enveloppe autour des 10 000 $ à peu près. Et donc ça permet d'avoir un titre de résident temporaire pendant 2 ans qui vous permet de faire à peu près tout comme un résident permanent, à part le port d'armes et détention d'armes, quelques petits détails, mais pas grand-chose. Et au bout des 2 ans, vous devenez automatiquement résident permanent. Donc ça, pour un budget de 10 000 $, vous pouvez complètement avoir votre titre de résident permanent. Et ensuite, vous pouvez fermer la société. Donc ça serait une option. L'autre option, ça serait de faire un investissement donc entre 200 et 300 000 $, soit à partir de 200 à 300 000 $ suivant le programme que tu fais. Il y a plusieurs programmes vraiment là-bas, mais en gros, soit dans de l'immobilier, soit un compte à terme, comme je mentionnais tout à l'heure, on peut avoir du 6%, donc tu bloques de 300 000 $ à 6%, ça te fait 18 000 $ par an de revenus passifs. Tu récupères ton argent au bout de 3 ans et ça te donne automatiquement un titre de résident permanent. Donc ça c'est pas mal, puisque quand tu compares toi les 75 000 $, ah oui, c'est poubelle. finito pepito. Ouais, c'est Ouais, alors que là les 200-300 000 tu les récupères et en plus ils te font gagner de l'argent. Ah ouais, excellent. Ouais. Donc c'est vraiment un investissement qui t'offre la résidence. Ouais, C'est exactement. pas un achat, c'est pas une dépense. D'accord, intéressant. Il n'y a pas de donation. Non. Il y a aussi autre chose à Bangkok qui parfois me pèse, c'est la pollution et le trafic. Ouais. Panama, c'est une ville qui est extrêmement clean, qui est extrêmement propre, avec une pollution qui est très faible. Par contre, un trafic pourri. Pareil qu'ici. Ah ouais. Ouais. Et ce qui m'avait étonné, parce que Julien et moi, on a également tourné une vidéo qui apparaîtra sur sa chaîne, et on parlait du prix de l'immobilier ici, qui peut aller assez haut. Et au Panama, tu m'avais fait halluciner avec les tailles d'appartements. Ouais. Par exemple, déjà, pour donner on va parler de prix au mètre carré, par exemple. Le prix au mètre carré, je vais pas dire là forcément où est-ce que j'habite dans mon building, mais dans la rue d'une manière générale, ça va osciller entre 10 à 20 000 euros le mètre carré, et le building, par exemple, dans lequel je vis, ça va toucher les 20 à 30 000 le mètre carré. Plus vous êtes haut et plus vous avez un facing qui est intéressant par rapport au lever et au coucher de soleil. Panama, le plus haut de gamme, ça va être peut-être autour des 4-5 000 le mètre carré. Mais la réalité du marché, c'est plutôt, on est autour des 2005, je pense, du mètre carré, même dans des bons quartiers. Et au niveau des surfaces, comme tu le disais tout à l'heure, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que les standards sont assez différents. C'est plutôt des très grands appartements. C'est ce qui se fait beaucoup. Donc là, mon meilleur ami, il a acheté des appartements qui font 350 mètres carrés. Mais c'est vraiment standard. C'est pas impressionnant là-bas d'avoir un appartement de 300 mètres carrés. C'est normal. Et tu as des appartements qui montent à du 800 mètres carrés. Il y a des 1200 mètres carrés. Enfin, si tu peux jouer au foot dedans, quoi. Il faut une trottinette pour se déplacer, quoi. Sinon, c'est compliqué. Donc, voilà. Et ouais, en termes de mètres carrés, tu peux trouver même, si tu prends vraiment du seconde main, un peu des bâtiments un peu vieux, etc., tu as du mètre carré à 1 000 $, ouais, en plein centre-ville. Ouais. Wow. Ouais. Ce que j'appelle du mètre carré pas cher, ouais. Et donc, du coup, tu parlais aussi d'un point qui est important, c'est la langue, le fait de communiquer avec les locaux ou même les autres personnes expatriées qui ne parleraient que la langue locale. Par exemple, ici, moi en Thaïlande, ça fait 6 ans. J'ai passé 7 ans au total, mais quand je suis revenu à Bangkok, j'ai passé 6 ans ici. Donc, je parle un petit peu thaïlandais. C'est-à-dire que je vais pouvoir parler, je sais pas, peut-être 20% des parle super bien. Les plus importants. Mais du coup, je suis toujours pas à un niveau où, en effet, je peux avoir des discussions profondes. Par contre, je peux demander quasiment à tout le monde à peu près n'importe quoi. Et le comprendre. Tu pourrais pas avoir une petite copine, par exemple, qui parle que thaï? Non, ça serait compliqué. Je pourrais pas. Ouais, ce serait trop alors compliqué. Alors que moi, je l'ai eu plusieurs fois. Ouais. Donc ça, c'est très important. Et pourquoi est-ce que je ne parle pas couramment thaïlandais? Pour la simple et bonne raison que dans les endroits dans lesquels je vais, la plupart du temps, ça parle anglais. Comment c'est l'anglais au Panama? Très bonne question. Alors, on va dire que dans les restaurants haut de gamme, il va y avoir un petit peu d'anglais. Dans les banques, à partir du moment où tu es en premium,
tu as des interlocuteurs en anglais. Sinon, pas tant que ça, quoi. Il faut quand même parler espagnol. Ouais. C'est assez important. Ouais. Mais après, tu peux te construire une bulle. Tu sais, moi, finalement, je vis pas entouré de Panaméens, finalement, au quotidien, tu vois. S'il y a le staff de la résidence où je vis, bon, voilà, quelques mots, mais quelqu'un qui parlerait pas espagnol, ça serait pas non plus impossible d'y vivre. Ça se ferait. Ok. Et il y avait un point aussi, moi, qui m'avait étonné, c'est par exemple ici en Asie, pas seulement en Thaïlande, mais en Asie, on a des taxes sur les voitures de 270%. Non. Au Panama, c'est pas le cas. Non, pas du tout. Non. Et même souvent, il y a des anomalies de marché où les voitures sont beaucoup moins chères. Ouais. Vraiment, même moins chères qu'aux États-Unis. Les États-Unis étant déjà pas très chers sur les voitures. Ouais, non. C'est assez cool de ce côté-là. Ok. Et tu passes combien de temps à peu près par an à Panama, du coup De moyenne, sur les dernières années, à peu près 6 à 7 mois par an. Et après le reste de l'année, je me balade un petit peu, j'explore. Comme là, en ce moment, je suis en Asie. Je pense rester entre 2 et 3 mois en Asie. Donc voilà, ça fait un petit peu mes explorations de l'année, on va dire. Excellent. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu interviewer Julien? Pour la simple et bonne raison qu'il arrive à un niveau où ses revenus passifs issus de ses investissements qui te demandent quasiment rien en termes de temps. La dernière fois, tu avais reçu un email de quelqu'un qu'on a en commun, grâce à toi que tu m'as présenté, qui travaille dans une banque privée dans laquelle est Julien, qui lui envoyait un produit d'investissement et quelques échanges, une confirmation par email. L'ordre est passé et donc tu as un niveau de gestion qui est très très faible en termes de temps. Tu as des retours sur investissement qui décuple ton style de vie parce que voilà, tu vis pleinement tes investissements. Ouais, clairement. Au moment où on fait cette vidéo, là, je tourne quasi à 500 000 $ de revenus de mon capital. Donc, uniquement de mes intérêts, sans parler de la partie business, Amazon, formation, SaaS. Donc, voilà. Et sans les potentiels plus-values que tu peux aussi engranger durant l'année si tu veux vendre tes obligations. Oui. Si ça arrivait, mais je mise pas dessus. Je mise uniquement sur le rendement. Ouais. Ok, donc voilà. Donc, c'est pour cette raison que j'ai voulu vous le présenter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent sur YouTube qui ont soit pas forcément les volumes avec lesquels travaille Julien, mais en plus de ça, le peu de volatilité pour un retour sur investissement qui te correspond, vu que ça couvre très largement ton style de vie, sauf si tu me dis que tu dépenses 500 000 € par an. Non, 300 000 l'année dernière. Voilà, donc globalement, moi je fais un peu plus que ça, 360 000 de dépenses à peu près par an, lycée. Mais voilà, donc c'est pour ça aussi que je vous le présentais, parce que ce soit au niveau du volume, mais que ce soit au niveau aussi du temps que ça fait que tu gères tes investissements, tu es vraiment mature dans ce domaine-là. Donc je trouvais ça hyper intéressant. Et du coup, une question qui peut arriver dans l'esprit de beaucoup de personnes. Alors il y en a certains qui vont se dire, si tu étais si riche, pourquoi est-ce que tu continues de faire ce que tu fais, etc. Machin. C'est un peu comme poser la question à Bill Gates ou à Elon Musk, pourquoi est-ce que tu continues d'envoyer des fusées sur d'autres planètes. Mais du coup, ce qui m'amène à la question suivante, quels sont tes objectifs aujourd'hui, que ce soit pro ou perso? Alors niveau pro, continuer à dérouler mes business, donc tout se passe bien. Potentiellement faire un exit sur mon business Amazon FBA. Je pense avoir raté un peu le coche pour faire le meilleur exit possible. C'était pendant le Covid où il y avait beaucoup de cash à déployer et où les investisseurs étaient capables d'acheter avec des gros multiples. Donc on va voir comment évolue un peu ce marché dans le futur, mais ça serait quelque chose que j'aimerais faire sur le business Amazon et également sur le SaaS, de faire des exits. Sur la chaîne YouTube, c'est un peu compliqué, bien que toi tu sois la preuve vivante qu'on peut revendre une chaîne YouTube, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant également à long terme. Mais j'y suis quand même bien attaché. Hein. Je pense que ça a dû être difficile de le vendre pour toi, parce que c'est là pour le coup, un business Amazon, bon, ça peut être assez impersonnel finalement. Tu vois, je suis pas passionné par les produits que je vends sur Amazon. YouTube, c'est ma tronche, quoi. Vendre ça, c'est un peu compliqué. Mais ouais, businessment parlant, possiblement des exits. Continuer tant que ça rapporte autant, tu vois. Enfin, ça fera aucun sens d'arrêter une machine qui tourne bien tant que ça me fait pas trop souffrir non plus, tu vois. Là, pour ceux qui regardent mes vidéos YouTube, ils ont dû voir que la qualité a augmenté depuis à peu près 1 an et demi. Donc maintenant, j'ai quelqu'un qui vient faire les vidéos, etc. Avant, j'étais débile, faut le dire. Je faisais tout moi-même, trop perfectionniste. J'ai perdu beaucoup trop de temps là-dessus. Mais du coup, je me diminue ma charge de travail. Et tant que tout ça m'en demande pas trop, je continue à le faire. Tout ce qui est Amazon, c'est bien délégué. Le SaaS, c'est pareil. Donc voilà, niveau business, je pousse tant que ça me plaît et que ça me fait plaisir. Et potentiellement, je ferai aussi des business plus plaisir dans le futur. Ça m'a vachement inspiré ce que tu as fait avec les restaurants. Donc moi, c'est possible qu'à un moment, je fasse un boutique hôtel, puisque c'est, on va dire, mon expertise première avant tout, puisque c'est là-dedans que j'ai commencé il y a 13 ans finalement. Et j'ai encore en gestion à Marrakech encore un bien. Donc c'est quelque chose que je pourrais faire, un petit boutique hôtel très premium, très élitiste, avec 15-25 chambres, mais vraiment... tout impeccable. Donc ça, c'est le genre de choses qui pourrait me plaire. Donc ça, c'est le côté business. Je continue. Ouais. Perso, bah écoute, réussir d'un point de vue famille,
Je pense que c'est le plus compliqué en fait sur le long terme. C'est plus dur que de gagner de l'argent. Je sais qu'il y a des gens, ils vont se dire ah bah non, je préférerais gagner de l'argent, et enfin ça va être simple de trouver une copine, etc., et de réussir la famille. Et en fait, c'est le plus gros challenge de faire tout marcher. Donc réussir le point famille, ça c'est important, ça me tient à cœur. Être heureux et y travailler à ce bonheur, parce qu'il y a eu des moments où j'étais pas très heureux. Il y a pas si longtemps que ça, en vrai, je t'en ai pas parlé, mais il y a peut-être 6 mois, j'étais vraiment down, très down. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont nous regarder et qui vont se dire les deux types là, ils sont des cas millionnaires et comment on peut être down? Parce que l'argent fait pas absolument tout le bonheur. En fait, ça donne beaucoup de flexibilité dans la vie, ça permet beaucoup de choses, ça permet d'enlever beaucoup de tracas, mais finalement la plénitude. Je pense que il y a une différence entre le bonheur et la plénitude, se sentir vraiment rempli et tout. Fulfill, on dit en anglais. Ouais. Il y a un écart entre les deux, et donc je travaille à ça, je travaille à être plus heureux. Excellent. C'est vrai que sur YouTube, vous nous voyez tout le temps quand on est souriant, quand on fait des vidéos, quand on fait des efforts, mais c'est vrai que off caméra, tout comme vous, on est humain, et puis parfois c'est compliqué de faire ce qu'on fait aussi. Ça demande beaucoup d'efforts, des sacrifices. Des fois ça marche pas pour beaucoup de travail. Donc évidemment oui, comme tout le monde, des fois c'est un peu le yo-yo, les montagnes russes. Clairement. Mais vous nous voyez, on est toujours là à vous partager du contenu. Puis aussi je pense que tu fais aussi ça parce que ça t'a changé la vie que de devenir libre financièrement. Et puis c'est vrai qu'on se sent, en tout cas moi je me sens hyper accompli quand j'aide des gens qui me disent après j'ai suivi tes conseils, ou même tu m'as inspiré, j'ai vu une vidéo YouTube, j'ai pas acheté tes formations mais j'ai regardé ta vidéo YouTube, ça m'a machin. Donc très très bien. Et donc nous avons, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, tourné déjà une autre vidéo qui apparaîtra sur ta chaîne. Donc je vous mets le lien de la vidéo de la chaîne YouTube de Julien dans la description de la vidéo. Je vous mets plein d'autres liens. Je vous mets aussi mon site onlineasset.com. Et donc sur la chaîne de Julien, notre vidéo devrait arriver d'ici à peu près combien de temps? Un mois. Donc je sais pas quand tu vas publier celle-là. Peut-être très rapidement. Ok, donc ça sera sûrement un mois après à peu près. Ouais. Ok, ça marche. Bon merci beaucoup. Merci Julien d'avoir partagé tous ces trucs. Et puis sur sa chaîne YouTube, vous retrouvez aussi plein d'autres conseils sur le banking, l'investissement, Amazon FBA. Donc je vous dis à très bientôt. Sawadee krap. Ciao, bye bye.